de la ventilation invasive dans l'attente d'un transfert en réanimation. Alors tout d'abord, c'est un vrai problème pour les urgentistes. Vous voyez dans notre service aux urgences, dans notre hôpital à Marseille, la durée d'attente moyenne d'un patient en attente d'un transfert en réanimation, c'est 4h46 sur site, 6h32 lorsqu'il va être transféré hors site, et plus de la moitié des patients sont ventilés. Donc la ventilation pendant plusieurs heures n'est pas uniquement un problème de réanimateur, mais aussi évidemment un problème d'urgentiste. Alors quelques généralités très rapides pour commencer. C'est vrai que ça dépend, il y a plusieurs circonstances possibles. Optimiser en attente de transfert, ça peut être du préhospitalier, ça peut être du transport interhospitalier, mais globalement on va se placer plutôt dans la situation d'un patient qui ne bouge plus et qui est dans un service le plus souvent d'urgence en attendant un transfert en réanimation. Néanmoins, c'est une période de forte instabilité, pas qu'hémodynamique, respiratoire aussi, et je pense que rappeler le fait que garantir un volume administré est un point important et fondamental, et donc que l'utilisation, à mon sens, de mode en volume plutôt qu'en pression est quelque chose qu'il faut retenir à la phase aiguë de leur prise en charge. Quant à la curarisation, elle est le plus souvent, quasiment systématiquement utilisée à l'intubation, assez fréquemment avec des agents de courte durée, et il est logique de prendre un relais, au moins en bolus, par des molécules d'action plus longues, après avoir bien vérifié les conditions techniques d'intubation. Quant à la curarisation continue, elle peut être démarrée à la phase initiale, mais plus rarement, on en parlera très rapidement. Quant à la ventilation, on va dire en aide inspiratoire, elle est à réserver à quelques situations peut-être où il y aura vraiment une attente longue, où il s'agit de patients avec des poumons sains qui présentent un coma, ou par exemple le modèle classique de l'intoxication médicamenteuse volontaire. Globalement, je pense qu'il y a 4 objectifs dans cette phase initiale. Et ça va dépendre un petit peu des patients. Les 4 objectifs possibles, c'est 1, maîtriser l'hypoxémie, éviter l'acidose qu'on va qualifier de dangereuse, limiter les effets hémodynamiques de la ventilation invasive et surtout aussi ne pas abîmer les poumons, on va en reparler. D'un point de vue épidémiologique, il y a 3 situations principales. Il y a la détresse hypoxémique pour laquelle on va intuber le patient et je pense qu'on va être obsédé, on va dire, par 2 problématiques. La première, c'est maîtriser l'hypoxémie et la deuxième, c'est éviter d'aggraver l'état respiratoire des patients. Deuxième cas sont les détresses hypercapniques, BPCO, asthmatiques. J'ai exclu on va dire les neuromusculaires qui sont plus dans le côté poumon sain. Et chez ces patients, il va y avoir 3 priorités. L'acidose va être au premier plan, mais aussi les effets hémodynamiques et le risque barotraumatique lié à l'hyperinflation dynamique. Enfin, sur poumon sain, il y a moins de problématiques, on n'en parlera pas trop. Ce qui est commun, on va dire, à toutes ces situations cliniques, c'est le fameux collapsus de reventilation, qui porte relativement mal son nom, mais c'est vrai que c'est une des conséquences de la ventilation qu'on craint. Elle est liée en effet, cette hypotension qui suit l'intubation et la mise en ventilation positive, à des modifications donc des pressions et des volumes intrathoraciques. Et il y a plusieurs facteurs favorisants, on va dire, qui vont s'associer, qu'il faut garder à l'esprit pour pouvoir prendre en compte. Le premier, c'est l'hypovolémie des patients. C'est pour ça, et à juste titre, qu'on dit le plus souvent qu'il faut remplir les patients avant de les intuber. Deuxièmement, c'est l'utilisation éventuellement de pression élevée, notamment de pression moyenne élevée, contre lesquelles on essaiera globalement de lutter. Si le patient est mal ventilé, on pourra générer une PEP intrinsèque aussi. Les effets en eux-mêmes de la sédation qui suppriment le baroréflexe, donc favorisent l'hypotension. C'est pour ça aussi que dans certaines situations d'instabilité, il y a le côté choisir la bonne drogue pour l'induction qu'on n'abordera pas aujourd'hui bien entendu. Et puis, toujours garder à l'idée aussi que la réduction rapide d'une hypercapnie va avoir des effets vasodilatateurs qui vont potentialiser cette aggravation hémodynamique. Alors le premier cas, c'est le cas de l'IRA, on va dire hypercapnique, en tout cas de l'obstructif, dans lequel il faut, comme objectif principal, je pense, essayer d'améliorer ou en tout cas d'éviter que l'acidose respiratoire s'aggrave, mais avec un grand principe, ne pas chercher à normaliser la PCO2. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque, si on cherche à normaliser la PCO2, qui est un risque cette fois-ci d'alcalose respiratoire, ces patients ont des taux de bicarbonate élevés, avec surtout, et c'est fréquent, un risque d'hypokaliémie sévère et donc de troubles du rythme, un risque d'hypophosphorémie, c'est assez bien documenté, et donc de crise convulsive, de dégradation de la fonction myocardique associée. Néanmoins, chez ces patients-là, la PCO2 et donc le pH vont évoluer très vite, et c'est important de répéter les gaz du sang,
D'une part parce que la baisse de la production de CO2 liée à la sédation va risquer donc de beaucoup faire baisser la PCO2, de même que les effets bénéfiques de la ventilation. Mais d'un autre côté, si on ventile mal le patient, avec un espace mort important, ou que si on a des réglages qui vont favoriser l'hyperinflation dynamique, eh bien on va au contraire aggraver l'hypercapnie et donc l'acidose respiratoire. Ce phénomène d'hyperinflation dynamique qu'on observe chez les obstructifs, il est lié d'une part donc à la baisse de la force de rappel élastique des poumons qui sont détruits et à une réduction du calibre des voies aériennes. Ça aboutit à une baisse des débits expirés dans ces poumons. Et donc, si le temps expiratoire est insuffisant pour expirer le volume courant jusqu'à la CRF, ça va aboutir, vous le voyez, à une augmentation des volumes télé-expi et télé-inspiratoires, qu'on appelle des volumes trappés, on va dire, qui vont pouvoir être aggravés par des réglages ventilatoires inadaptés. Cette hyperinflation dynamique a des conséquences aussi hémodynamiques par le biais de ce qu'on appelle l'autopep qui est généré. Et vous voyez ici bien illustré le fait que chez un patient chez qui il y a une autopep, lorsqu'on va faire un débranchement du respirateur, il s'agit de très anciens travaux comme vous le voyez, eh bien on va avoir une amélioration ici de la pression artérielle, une diminution de la pression œsophagienne. C'est d'ailleurs un test, on va dire, qu'on peut utiliser pour aussi objectiver l'importance de l'autopep et ses effets sur l'hyperinflation dynamique. Je rappelle les choses importantes qui sont d'essayer de réduire au maximum l'espace mort instrumental. Alors c'est facile pour les tuyaux, c'est beaucoup plus difficile aux urgences évidemment pour le remplacement des filtres par des humidificateurs chauffants. Néanmoins, chez un patient, on va dire, obstructif à la phase initiale qui est en ventilation contrôlée, le fait d'utiliser un filtre n'est pas quelque chose, loin de là, de dramatique concernant l'espace mort et donc le risque d'aggravation de l'hypercapnie. Ce qu'on peut proposer comme premier réglage du ventilateur chez un obstructif, c'est, après avoir bien pensé au moment de l'intubation, à prendre la plus grosse sonde d'intubation possible, parce que ce n'est pas la peine de rajouter déjà aux résistances du patient des résistances liées au tube, mais c'est d'utiliser, comme je vous le disais, un mode en volume contrôlé, avec une fréquence basse, aux alentours de 10 par minute, avec des volumes courants qui ne doivent pas être trop élevés, en contrepartie, toujours 6 à 8 ml/kg de poids prédit, sans PEP, avec un rapport issureux de 1/3 à 1/5. Alors c'est vrai que notamment chez asthmatiques, il y a des études qui montrent que jusqu'à 1/8, on peut avoir un gain en termes de réduction de l'autopep, de l'hyperinflation dynamique, mais on peut commencer à 1/4, 1/5, avec donc du coup un débit élevé pour garantir un temps inspiratoire court. Et l'optimisation se fera surtout sur la base, je pense, du pH. On fera une première gazométrie au bout d'une demi-heure ou d'une heure. Et si l'acidose reste, on va dire, inquiétante, en dessous de 7,20 de pH, on va augmenter un petit peu le volume courant en monitorant cette fois-ci la pression de plateau, parce que c'est aussi chez l'obstructif la pression de plateau et non pas la pression de pic qui doit être l'outil de monitorage du risque barotraumatique. On va augmenter aussi un petit peu la fréquence respiratoire, avec le risque, si on augmente la fréquence respiratoire, c'est de diminuer la durée de l'expiration, donc en pensant à augmenter le débit pour garder un temps inspiratoire sur temps expiratoire identique. En mettant, on n'oublie pas une alarme de pression de crête haute, parce qu'elle est importante, cette alarme de pression de crête, parce que notamment chez l'obstructif, il va y avoir des phénomènes d'obstruction par des sécrétions, mais elle n'est en aucun cas, cette pression de pic, le reflet du risque barotraumatique, c'est la pression de plateau qui va l'être, donc il faut la régler haute. Et puis dans ce cas-là, si l'acidose persiste, on va essayer de dépister les stigmates d'hyperinflation dynamique en observant la courbe de débit. La persistance d'un débit expiratoire au moment de la fin de l'expiration est un signe indirect d'hyperinflation dynamique. On peut observer aussi un niveau de PEP en fin d'expiration qui est supérieur au niveau de PEP réglé, traduisant l'existence d'une autopep. L'outil, on va dire, un petit peu le plus fiable en routine, c'est l'utilisation de la mesure de la PEP intrinsèque statique en faisant une pause télé-expiratoire prolongée de l'ordre de 3 à 5 secondes, vous voyez, chez un patient bien adapté au respirateur, qui va permettre d'objectiver cette PEP intrinsèque, en n'oubliant pas le fait, vous le voyez, qu'elle est mesurée donc, dans les voies aériennes proximales et qu'elle reflète une moyenne de ce qui se passe dans les poumons. Et vous voyez ici qu'il peut y avoir des zones où cette PEP intrinsèque est beaucoup plus importante
qu'en moyenne. Donc ça sous-estime quand même la PEP intrinsèque qu'il peut y avoir dans certaines zones. Faut-il appliquer une PEP chez ces patients? Il n'y a pas de bénéfice démontré très clairement. Tout ce qu'on sait, c'est que si on utilise une PEP, il ne faut pas qu'elle soit supérieure à la PEP intrinsèque parce qu'on va générer une augmentation de l'hyperinflation. On parle du patient ici dans des conditions de ventilation contrôlée. Deuxième cas, pour finir, c'est l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Vous voyez cette étude qui a été menée aux urgences, c'est une étude multicentrique donc américaine qui a inclus 219 patients ventilés aux urgences, successifs donc. Vous voyez que chez ces patients, dès l'intubation, il y a 7% de patients qui ont déjà des critères de SDRA et 15% vont en développer un dans les tout prochains jours après leur admission en réanimation. Et donc, le SDRA n'est pas qu'un concept, on va dire, n'est pas que le fait du réanimateur, mais la ventilation des premières heures aux urgences va être importante dans la prise en charge de ces patients. Je vous rappelle le concept donc de réduction du volume courant qui a maintenant fait ses preuves, en n'oubliant pas que les 5 personnes qui sont présentes ici sur ces photos doivent être ventilées avec le même volume courant, parce qu'elles ont a priori le même sexe et la même taille, même si elles n'ont pas le même poids. Il faut savoir, d'ailleurs, cette étude récemment publiée en réanimation, qui est une enquête de pratique large dans des centaines de centres en Europe et aux États-Unis, a montré, vous le voyez, qu'un tiers des patients en SDRA en réanimation est ventilé avec des volumes courants supérieurs à 8 ml par kilo. Dans l'étude que je vous ai citée aux urgences, une petite moitié des patients étaient ventilés avec plus de 8 ml par kilo. Il ne s'agissait pas que de patients en SDRA. À noter que chez les patients en SDRA ou pas en SDRA, ils étaient de toute façon, dans cette étude, ventilés de la même manière aux urgences. Donc il n'y avait pas d'adaptation aux patients. Hors SDRA, certains travaux, en tout cas lorsqu'on les poule et des méta-analyses, suggèrent qu'on aurait intérêt aussi possiblement à réduire le volume courant pour prévenir l'évolution vers le SDRA, voire vers la mortalité. Ça a pu être montré aussi, comme dans cette étude menée au bloc opératoire, où des patients avec poumons sains ont été ventilés pour une chirurgie abdominale, soit avec 6 ml kg et 6 de PEP, soit avec 11 ml kg et 0 de PEP, et ça a réduit de manière extrêmement flagrante les complications respiratoires post-opératoires. Le deuxième concept à retenir, c'est le monitorage de la pression de plateau, qui est corrélé à la mortalité, en retenant le chiffre de 30 cm d'eau comme limite à ne pas dépasser. La troisième, c'est l'utilisation évidente chez les patients hypoxémiques d'une PEP, même si à l'heure actuelle, on ne peut pas prouver, vous le voyez ici résumé, les quelques études multicentriques qui ont eu lieu sur le sujet, on ne peut pas recommander, en tout cas à cette phase, l'utilisation soit d'une PEP très élevée, soit d'une PEP plus modérée. Néanmoins, les méta-analyses de ces études suggèrent que chez les patients avec un SDRA sévère, on a plutôt intérêt à utiliser des hautes PEP, alors que chez les patients avec des SDRA plus légers, on aurait intérêt à utiliser des PEP plus modérées, voire basses. À l'heure actuelle, dans la pratique, l'étude LungSafe le montre, vous voyez, ce sont les box plots du rapport de l'évolution de la PEP en fonction de la FiO2. Vous voyez que tous les médecins, globalement, enfin en tout cas en moyenne, on utilise des PEP entre 8 et 10, quel que soit le niveau de FiO2 de nos patients. L'avant-dernier concept, c'est monitorer la pression motrice. La pression motrice, c'est la différence entre la pression de plateau et la PEP, parce que dans cette étude, qui est une analyse post-hoc de 9 RCT réalisée donc par Marcelo Amato, vous voyez ces 3 graphes où, schématiquement, on montre que lorsque on augmente chez les patients, plus la pression motrice augmente alors que la PEP n'augmente pas, plus on aggrave la mortalité. Par contre, lorsque la PEP est plus élevée, mais à niveau de pression motrice égal, eh bien la mortalité n'augmente pas, voire même elle diminue si on augmente la PEP en diminuant la pression motrice. Et donc, un objectif raisonnable de pression motrice à l'heure actuelle, c'est entre 10 et 15 cm d'eau. Pour terminer, je vous proposerai donc chez le patient en détresse respiratoire hypoxémique comme premier réglage du respirateur, un volume courant bas entre 5 et 7. On peut se dire, première PEP, première gazométrie, ça sera 5 chez les pas trop graves, 10 chez les patients qui avaient une hypoxémie sévère avant l'intubation, une fréquence respiratoire plutôt élevée, une pause pour pouvoir monitorer une pression de plateau inférieure à 30. Si à la première gazométrie, j'ai une acidose, j'augmente la fréquence respiratoire. On peut proposer peut-être ce type d'algorithme avec une PEP qui augmente en fonction du niveau de rapport PO2 sur FiO2. Vous voyez, au-dessus de 200, on est à 5, en dessous de 100, on est au moins à 12. Viser donc une pression motrice à 15 avec une pression de plateau
basse, faire éventuellement des manœuvres de recrutement précoces chez les patients hypoxémiques, une curérisation continue, on pourra en parler si vous voulez, chez les patients les plus hypoxémiques, et enfin, dans les cas les plus sévères, on va dire, si le rapport PO2 sur FiO2 reste très bas après 3 heures de ventilation aux urgences, envisager le recours à des techniques donc, de sauvetage. Le monoxyde d'azote en fait partie, et ensuite le recours éventuellement aux techniques plus exceptionnelles comme l'ECMO si la gazométrie ne s'améliore pas. Merci beaucoup.